on va commencer. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Donc, le sujet, réduire la durée du cycle de vente d'un logiciel. Je suis Didier Fraisse, je suis consultant et dirigeant de Route to Business, qui est un cabinet qui accompagne les éditeurs de logiciels dans leur démarche marketing et vente. Voilà, donc je vais vous faire mon exposé sur ma vision de la réduction de la durée du cycle de vente. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser pendant que je fais mon exposé en utilisant la fenêtre de questions-réponses. Et je répondrai donc à vos questions à la fin du webinaire. Alors, on y va. Je vais mettre mon écran en diaporama. Voilà. Donc, déjà, de quoi parle-t-on, hein? Le cycle de vente, là, j'ai voulu le représenter avec ses différentes étapes. Alors, pourquoi il est important d'essayer de réduire la durée de ce cycle de vente? Ben, c'est parce que un cycle de vente long implique des risques commerciaux. Plus c'est long et plus on va prendre des risques au niveau commercial. Pourquoi? Ben, parce que notre prospect risque d'évoluer dans ses priorités et rendre le projet, le projet pour acquérir ce logiciel un peu moins prioritaire par rapport à ses autres projets. Et puis, parce que la concurrence peut intervenir et changer la vision et faire évoluer la vision que vous avez voulu imprimer à votre client. Et donc, c'est des risques commerciaux. Voilà. Donc, si on regarde maintenant les étapes de ce cycle de vente, où l'objectif, bien sûr, c'est de signer des contrats. On a une phase de proposition dans laquelle on va faire la démonstration du logiciel, on va faire une proposition commerciale, on va présenter cette proposition commerciale, on va argumenter. On a avant l'étape de l'opportunité commerciale, c'est-à-dire une opportunité commerciale, c'est un client potentiel qui a un projet par rapport à ce que l'on fait. Et donc là, c'est défini en tant qu'opportunité commerciale. Et les étapes d'avant, c'est les étapes du lead avec deux leads, ce que j'appelle le marketing qualified lead, qui est le lead qui est amené par l'action marketing, et le sales qualified lead qui, lui, est amené par la prospection commerciale, ou c'est un marketing qualified lead qui a été qualifié, c'est-à-dire que on se rend compte que ce lead marketing appartient réellement à notre cible et donc ça devient un sales qualified lead. Donc la différence entre le lead et l'opportunité commerciale, le lead est un contact qui a potentiellement un projet par rapport à ce que l'on fait et une opportunité commerciale. Donc là, c'est une entreprise qui a un projet par rapport à ce que l'on fait. Donc, enfin, la durée, elle se fait à deux endroits que j'ai voulu symboliser par ces flèches-là. Elle se fait entre la proposition et la signature, et elle se fait entre le lead et l'opportunité commerciale, c'est-à-dire entre quelqu'un qui a potentiellement un projet et celui qui a réellement un projet avec une date butoir, avec un budget, etc. Donc, je commente ce slide sur la proposition, la différence entre le nombre de propositions que l'on émet et le nombre de signatures, c'est ce que j'appelle le win ratio. Et une opportunité commerciale a besoin d'être qualifiée avant de proposer pour décider si on va proposer justement et de quelle façon on va le faire. Voilà, alors ce temps que l'on peut voir entre la proposition et la signature, où on a émis une proposition commerciale et on attend le retour du client, effectivement, il peut être long. Et c'est un temps qui est un peu embêtant parce qu'on va tenter au niveau commercial de relancer le client. Des fois, il va être difficile de le joindre et ça peut être compliqué, ça peut être long et on peut ne pas avoir de nouvelles. Donc moi, j'estime que ce temps, on peut le réduire avec les phases amont de la vente, c'est-à-dire en travaillant mieux au niveau de l'opportunité commerciale et notamment de la découverte et également dans la phase de proposition, on peut améliorer on peut réduire ce temps en ayant une proposition qui soit extrêmement personnalisée par rapport à notre prospect et en présentant cette proposition de façon orale à notre client plutôt que de l'envoyer par mail. Et puis, le temps qui se situe entre le lead et l'opportunité commerciale peut être réduit aussi de différentes façons.
il peut être réduit notamment par de l'action de qualification de lead et de nurturing de lead que je vais détailler un peu plus loin. Donc voilà un peu pour le cycle de vente et où se situe la majorité du temps dans ce cycle de vente, Cependant, la durée du cycle de vente dépend avant tout de la durée du cycle d'achat de notre client et des risques perçus. Ça dépend du nombre de personnes à convaincre, ça dépend du changement qui est impliqué par l'implémentation de ce logiciel. Et donc, pour pouvoir acheter un logiciel, pour prendre la décision d'achat d'un logiciel, un prospect doit être convaincu sur au moins 3 points. Le point fonctionnel, c'est-à-dire que le logiciel doit régler le problème auquel notre prospect est confronté. Un point économique, le logiciel doit amener un retour sur investissement. Alors, ce n'est pas forcément le logiciel qui amène un retour sur investissement, mais c'est le nouveau process ou la nouvelle façon de travailler avec ce logiciel qui doit amener un retour sur investissement. Un retour sur investissement, ce qui peut se faire en gagnant plus, en générant plus de revenus, ou en dépensant moins, c'est-à-dire en réduisant certaines charges. Et puis, troisième point sur lequel on doit convaincre notre client, c'est sur le fait que ce logiciel va s'intégrer parfaitement dans ses processus. C'est-à-dire qu'il va avoir la capacité de conduire l'ensemble des changements nécessaires pour pouvoir à percevoir la valeur de votre logiciel. Et donc, là, ça va nécessiter probablement de l'accompagnement, de la prestation d'accompagnement pour l'aider à conduire le changement qui est nécessaire. Donc, tout ceci est important et on doit répondre à toutes ces interrogations au travers de notre cycle de vente. Donc, il y a 3 niveaux d'action qui, à mon sens, permettent de réduire cette durée du cycle de vente. Il y a 3 niveaux d'action qui interviennent à 3 niveaux de notre stratégie de commercialisation. D'abord, sur le marketing produit, avec un packaging de notre offre qui permet aux prospects d'évaluer la solution avec un investissement et un changement moindre. Et ça, donc, on va essayer de réfléchir, on va essayer de voir dans le slide suivant comment on peut faire ça. Et puis aussi, dans cet aspect marketing produit, un modèle de pricing centré sur l'usage. C'est-à-dire que plus notre client va utiliser, plus il va payer, et à l'inverse, moins il va utiliser et moins il va payer. Et donc là, ça va nous permettre peut-être de déployer avec un modèle de pricing partiellement l'application pour justement tester évaluer la solution dans un contexte restreint de façon à prouver notre proposition de valeur, prouver notre valeur. Donc ça, c'est le premier aspect que je vais essayer d'argumenter au travers d'un exemple. Deuxième aspect, c'est sur la partie communication marketing, en faisant une génération, en travaillant au travers de l'action marketing, une génération de leads qui va être plus qualifiée. Et là, qui nous permet donc d'intervenir commercialement, c'est-à-dire en one-to-one sur des leads qui sont plus qualifiés. On appelle ça le nurturing de leads et qui se fait au travers d'une démarche de marketing automation. Donc, je vais expliquer ça également. Et puis, troisièmement, sur le processus commercial, l'idée, c'est de mieux qualifier les prospects et de proposer une offre commerciale qui prend en compte justement les risques perçus par le prospect. Donc, une offre logicielle, par son côté intangible, implique un certain nombre de risques. Ces risques sont liés à ce que je disais, enfin, sont liés donc à la performance de ce logiciel. Est-ce que la valeur et les bénéfices qui me sont présentés par ce commercial vont être applicables dans mon contexte? Et donc ça, ce sont des risques qui peuvent être perçus par le prospect. Et deuxième type de risque, est-ce que je vais être capable de conduire le changement nécessaire dans l'exécution de mes process pour justement percevoir la valeur et recevoir les bénéfices amenés par ce logiciel. Donc, il est nécessaire
d'interroger nos clients dans cette phase de découverte sur justement et de comprendre les risques qu'il peut percevoir par rapport à son contexte et essayer d'adresser ces risques le mieux possible. Alors, je reviens donc sur la partie marketing produit, où là, qui est intéressant de faire intervenir, ben, c'est le packaging de son offre et le modèle de pricing. Alors là, j'ai mis un exemple sur cet écran, hein, qui est un exemple d'un éditeur SaaS, où on a une première offre qui qui amène un certain nombre de fonctionnalités et donc de bénéfices, et qui nécessite moins de changements que la deuxième offre. Pour vous briefer sur cette offre-là, c'est ce qu'on appelle un comité d'entreprise partagé. Ça s'adresse à des entreprises de moins de 50 personnes qui n'ont pas l'obligation d'avoir un comité d'entreprise, mais ça peut apporter de la valeur donc, pour le bien-être et la satisfaction des employés en fournissant les services que fournit un CE dans une entreprise de plus de 50. Et donc, il va fournir dans cette première offre une billetterie à tarif CE pour aller voir des spectacles, des bons d'achat remisés sur un certain nombre d'enseignes, des bons plans sur des achats, etc. Et donc, une entreprise va mettre va mettre cette application à disposition de ses employés pour pouvoir bénéficier de ça. Le modèle de pricing de cette offre est par rapport au nombre d'employés, si bien qu'on peut tester cette application sur un nombre d'employés restreint, peut-être un service, pour voir si elle est adoptée par ses employés et si ça amène vraiment la valeur par rapport à ce que l'on paye. La deuxième offre nécessite un peu plus de changement, nécessite une éducation un peu plus approfondie, une formation un peu plus approfondie des utilisateurs, parce qu'elle amène un réseau social d'entreprise, donc une communication, et ça nécessite donc un changement au niveau de la façon de travailler pour pouvoir percevoir la valeur vraiment de ce réseau social. Et ça amène aussi un annuaire des salariés. Et donc, ça a été packagé de façon à déjà pouvoir être essayé sur un service. Et puis, ça a été packagé de façon à, sur un premier package, impliquer le moins de changements possible et tout en amenant quand même un maximum de valeur. Et donc, je rappelle, un modèle de pricing basé sur l'usage. Il y a d'autres modèles qui sont disponibles et qui ne sont pas implémentés dans cet exemple, qui est le modèle freemium, où là, on a un premier set de fonctionnalités qui sont gratuites. Et l'idée, c'est d'utiliser de l'action marketing pour pouvoir faire utiliser ça, enfin, faire adopter cette partie freemium par des utilisateurs potentiels. Et puis, soit par de l'action marketing, soit par de l'action commerciale, soit les deux, faire évoluer ces utilisateurs gratuits vers une version plus large fonctionnellement qui est payante. Alors, ce modèle freemium s'adresse quand même à des positionnements qui sont en fait particuliers. Ça s'adresse à des positionnements où on a une cible qui est large parce qu'il va y avoir toute une partie de cette cible qui va se contenter de la version gratuite. Donc, ce n'est pas adapté à tous les business models et à tous les types de positionnement. Et puis, on a aussi le modèle période d'essai gratuite où là, on va dire pendant une semaine, 2 semaines, un mois, on va vous mettre à disposition cette application gratuitement. Vous allez pouvoir tester sa pertinence. Voilà. Cette période d'essai gratuite nécessite quand même un accompagnement pour s'assurer que l'utilisateur va percevoir la valeur réelle, réelle de la chose. Et donc, travailler derrière au niveau commercial à partir de quelqu'un qui a demandé un essai gratuit, c'est toujours un lead qui est plus qualifié, que quelqu'un qui a simplement téléchargé un contenu ou même rempli un formulaire de contact. La partie aussi, que je n'ai pas noté sur ce slide, la partie demande de démo aussi est quand même un lead qui a un niveau de qualité, un niveau de maturité qui est intéressant. Et donc, on va aller chercher ces demandes de démo aussi au travers de notre site Internet et par notre action marketing. On va aller chercher ces demandes de démo. Voilà. Donc, packaging et pricing, c'est notre stratégie commerciale où on va définir qu'est-ce qu'on veut comme lead
qu'est-ce que par rapport à notre marché, on a capacité à aller chercher comme lead, quel type de lead on a capacité à aller chercher. Ça peut être un premier achat, ça peut être une demande de démo, ça peut être un essai gratuit ou ça peut être l'accès à une application, à une première version de votre application qui est gratuite. Donc, je pense que ça, c'est la stratégie de commercialisation là-dessus, est un des leviers les plus importants, les plus efficaces pour réduire la durée du cycle de vente. Alors, de temps en temps, hein, on n'a pas la possibilité d'avoir un packaging et un pricing qui soient adaptés à l'usage. Et donc, ça, je pense donc à des logiciels qui ont une proposition de valeur large et qui impliquent pas mal de changements chez le client. Et donc, on n'a pas possibilité forcément d'avoir ce packaging de l'offre qui permet de mettre un premier pas chez un client sur un périmètre plus étroit. Et donc, c'est au niveau commercial que ça se passe. On va travailler dans ces cas-là, on va travailler sur des leads qui ont un côté moins mature, mais il faudra veiller qu'au niveau commercial, on n'essaie pas de vouloir signer un premier contrat qui soit le plus large possible. Ça, c'est peut-être une mauvaise habitude qu'on rencontre chez certains commerciaux où l'idée va être, et ce n'est pas forcément la faute des commerciaux, hein, c'est certainement dû en partie au modèle de rémunération hein, de ces commerciaux, où on va les commissionner sur cette première vente et pas forcément sur la suite. Et donc, on va avoir tendance à essayer de proposer quelque chose de plus large possible à ses clients. Et ça, c'est contre-productif parce que plus c'est large, plus ça implique de changements et plus ça nécessite de temps pour emporter la décision. Voilà. Deuxième levier, type de levier sur lequel on va pouvoir agir pour réduire la durée de cycle de vente, c'est sur l'aspect communication marketing. Donc, avoir plus de leads et de meilleure qualité, déjà, ça nécessite de produire des contenus marketing de façon régulière et d'automatiser la promotion de ces contenus marketing avec un outil de marketing automation. Et donc, quand on va vers cette démarche de lead nurturing, on définit ce qu'on appelle des étapes de nurturing. Généralement, dans un contexte de logiciel, ces étapes de nurturing commencent par des contenus marketing, par une étape d'évangélisation, où là, on va produire des contenus marketing qui vont évoquer les problèmes pour essayer d'en faire ressortir les enjeux et pour essayer de faire comprendre les problèmes sur lesquels on est positionné et que le prospect comprenne également les enjeux de ces problèmes. Donc ça, c'est la première étape de nurturing. La deuxième, c'est on va démontrer notre expertise au travers de contenu marketing. Et là, par exemple, ce sont des cas clients, ce sont des retours d'expérience. Et puis, troisième étape de nurturing, là, on va proposer, on va faire de la promotion de notre offre au travers de communication sur les bénéfices apportés. Et donc, un outil de marketing automation qui connaît notre base de contact qui va être organisée par ICP, hein, par Customer Profile et par Persona Marketing. Et on va faire la promotion dans l'ordre de façon automatisée, en commençant par les contenus de l'étape 1 de nurturing, c'est-à-dire d'évangélisation, de démonstration d'expertise et de proposition. Et c'est qu'après qu'on va rentrer en contact commercial avec notre client si celui-ci n'a pas sollicité. Et donc, on va être face à des prospects qui ont un niveau de qualification qui est plus importante. Et dernier type de levier sur lequel on peut intervenir pour réduire cette durée de cycle de vente, c'est sur le process commercial, où il est nécessaire d'approfondir la découverte, de retarder la démonstration et de ne pas proposer trop rapidement. Donc, approfondir la découverte, ce que je veux dire par là, c'est s'intéresser vraiment et avoir des discussions sur les problématiques de nos clients, de nos prospects. Et ça, on le fait au travers d'un plan de découverte qui est une liste. Un plan de découverte, c'est une liste d'informations que l'on doit recueillir dans cette phase de découverte
Et cette liste d'informations doit comprendre des informations sur les problèmes auxquels il est confronté, sur sa vision des enjeux et sur un certain nombre de choses. Donc, ce plan de découverte se termine par des informations de qualification de l'opportunité commerciale qui va nous indiquer si il y a réellement un projet, s'il y a un budget, quels sont les décideurs, dans quel ordre il faut les approcher, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose qui est importante, c'est approfondir la découverte au travers de ce plan de découverte. Par rapport à la démonstration, c'est la faire le plus tard possible, cette démonstration. C'est-à-dire la faire uniquement quand on a vraiment toutes les informations sur le problème que le client souhaite régler. Et donc le faire au travers d'un scénario de démonstration, c'est-à-dire définir un scénario de démonstration qui va faire que cette démonstration va être absolument personnalisée et va montrer uniquement ce dont le client aura besoin pour régler les problèmes auxquels il est confronté et pas forcément l'ensemble des fonctionnalités de votre application. Ce que je regrette souvent, c'est d'être confronté à des éditeurs de logiciels qui utilisent la démonstration très tôt dans leur cycle de vente et finalement, ils l'utilisent comme un outil de qualification. La démonstration n'est pas un outil de qualification parce que c'est juste une preuve, c'est apporter la preuve que l'on va régler le problème et que l'on va s'intégrer dans son environnement. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de retarder au maximum cette démonstration pour pouvoir en faire réellement une preuve et non pas qualifier une opportunité commerciale au travers de la démonstration parce que c'est là qu'on perd beaucoup de prospects, parce qu'on ne connaît pas assez notre prospect et on va faire une démonstration qui va passer sur des choses dont le prospect n'a pas d'intérêt. Voilà. Également, dans notre process commercial, ce qui est important, c'est la proposition commerciale. C'est-à-dire, c'est l'écrit qu'on va laisser au client. Et ce client va utiliser cet écrit, votre interlocuteur va utiliser cet écrit pour vendre dans son entreprise votre logiciel. Et donc, il faut que cette proposition commerciale soit de très bonne qualité, aussi bien sur la forme que sur le fond. Et quand je dis de très bonne qualité, c'est qu'elle reprenne le contexte, le problème, les enjeux et votre proposition de valeur pour ce client-là, dans ce contexte-là. Et donc, qui doit être très personnalisé. Donc ça, voilà, je suis confronté à certains éditeurs de logiciels qui fournissent simplement un devis. Quand on a plusieurs personnes à convaincre dans une organisation et que certaines de ces personnes qui doivent être convaincues, qui font partie de la décision, et que vous n'avez pas forcément été en contact avec eux, à ce moment-là, ils vont se baser sur cette proposition commerciale. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit de bonne qualité. Et dernièrement, pour travailler cette durée du cycle de vente, réduire cette durée du cycle de vente, je pense qu'il est important de présenter sa proposition commerciale en live au client, c'est-à-dire ne pas l'envoyer par mail et attendre un retour de sa part, mais lui proposer un rendez-vous après qu'on ait fait par exemple la démonstration en lui disant j'ai besoin d'une semaine pour rédiger votre proposition commerciale, je vous propose de prendre un rendez-vous pour vous la présenter. Pourquoi? Parce que tout simplement, une proposition commerciale, ce n'est jamais parfait. Et on va avoir, on prend les risques d'une incompréhension sur certains points. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux la présenter. Et aussi, le fait de la présenter, ça nous permettra de la présenter en live, ça nous permettra d'identifier un certain nombre d'objections que peut avoir le client et de pouvoir argumenter par rapport à ces objections. Voilà. Donc, je résume trois types d'actions. Des actions au niveau marketing produit avec packaging et pricing de l'offre. Des actions sur la communication marketing et notamment ce qu'on appelle le lead nurturing et des actions sur le process commercial. C'est ces trois types d'actions qui vont permettre de réduire la durée du cycle de vente et qui vont vous aider dans ce domaine-là. Voilà. Donc, j'en ai fini pour mon exposé. Je suis prêt à prendre vos questions si toutefois vous en avez. Pendant que vous réfléchissez à vos questions, donc utilisez la fenêtre de questions-réponses pour poser vos questions.
Sachez que Route2Business, donc, qui est spécialisé sur le marketing et le commerce des éditeurs de logiciels, propose des services, euh, dont une formation sur les techniques de vente complexes pour les éditeurs de logiciels, qui est une formation de 3 jours et qui réfléchit donc et qui permet de réfléchir et de prendre du recul sur son process commercial au travers d'exercices, de jeux de rôle, euh, etc. Et donc qui va euh, euh, trouver des pistes dans votre contexte pour réduire cette durée du cycle de vente. Et puis, on propose également du conseil pour justement améliorer votre process commercial et votre stratégie de commercialisation. Et je vous renvoie sur le site Route2Business pour voir un peu les différents services qu'on peut proposer. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, bien sûr, l'exposé que j'ai fait et les leviers que j'ai exposés pour réduire la durée du cycle de vente ne s'adaptent pas à tout éditeur de logiciel. Certains vont s'adapter à certains éditeurs de logiciels et d'autres à d'autres éditeurs de logiciels. Je n'ai pas de questions qui arrivent. Alors, Ludovic qui pose une question. Pour les formations, adaptez-vous la formation selon le contexte de la société et le type de logiciel? Alors, les formations, on les livre sous deux modes. Le mode inter-entreprise, où là, on définit des dates de session et on regroupe plusieurs entreprises, plusieurs stagiaires de différentes entreprises dans la même session de formation. Et là, on adapte par rapport aux exercices, c'est-à-dire tous les exercices, les mises en situation, les jeux de rôle et tous les exercices sont faits dans le contexte de chacun des éditeurs présents dans la formation. Donc ça, c'est la façon d'adapter pour les sessions inter-entreprises. Alors, pour les sessions intra-entreprises, on va un peu plus loin dans l'adaptation, hein, parce que là, on regroupe l'ensemble des commerciaux, enfin, ou un certain nombre de commerciaux de la même entreprise. Et là, on va préparer la formation avec un des responsables pour justement s'adapter aux attentes, s'adapter au contexte. Tous les exercices seront également faits dans votre contexte d'entreprise. Et donc là, elle est vraiment complètement adaptée. La formation et le contenu de la formation est complètement adapté à votre contexte d'entreprise. Voilà. Donc, deux modes différents, soit le mode inter-entreprise où on regroupe plusieurs entreprises et donc là, on adapte au travers des exercices et des échanges avec l'animateur. Et la deuxième mode intra-entreprise où là, on va adapter la formation de façon beaucoup plus approfondie par un entretien préalable ou même deux entretiens, hein, parce que des fois, ça peut nécessiter deux entretiens où on va vous demander un certain nombre de choses et on va adapter complètement le contenu de la formation à votre contexte. Écoutez, si je n'ai pas d'autres questions, alors ce webinaire a été enregistré. Vous allez recevoir le replay. Vous allez recevoir aussi les quelques slides que je vous ai présentés. Euh, Quel est le coût d'une formation intra? Alors, la formation intra, on l'a fait, la formation intra sur qu'on appelle la technique de vente complexe pour éditeurs de logiciels. Elle fait partie du catalogue de l'OPCO Atlas, qui est le financeur des formations. Donc, quand vous êtes adhérent à Atlas, il faut passer par Atlas pour la financer. Son prix de mémoire en intra-entreprise, alors je vous mets sur le site internet d'R2B. Tac. Donc, vous avez toute cette information sur notre site internet, hein. Donc là, voilà la page de la formation
Et le prix doit se situer par là. Voilà. Alors, ce prix de 6300, c'est en dehors de l'Opco Atlas. Avec l'Opco Atlas, le prix est inférieur. Et comme c'est une action collective, elle est prise en charge à 100% par l'Opco Atlas, cette formation. Donc, si vous voulez qu'on discute de cette formation, il suffit de m'appeler ou de me mettre un email. Je vais vous mettre mon numéro de téléphone et mon adresse email. Voilà, je vous ai envoyé mon numéro de téléphone et mon adresse email si vous voulez qu'on discute sur cette formation. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre participation à ce webinaire. Je vous dis à bientôt pour un autre webinaire et je vous souhaite un excellent appétit. Merci.